Donc on est ensemble pour à peu près 40-45 minutes pour répondre à une question qui est l'antispécisme à l'Assemblée nationale avec un point d'interrogation. Donc la réponse est oui. Fin de conférence, merci beaucoup. Non, plus sincèrement, plus sérieusement, la réponse est oui, mais en quantité et en nombre, clairement, pas suffisant. Ce que je vais expliquer vraiment, c'est comment, par quelle stratégie on a pu arriver à amener l'antispécisme à l'Assemblée nationale et puis quelles perspectives ça peut nous ouvrir pour la suite et quelles pratiques on a mis en place. Pour ça, on va voir 4 points. La première partie, c'est de présenter mon parti, donc la Révolution écologique pour le vivant, la philosophie qu'il y a derrière. Ensuite, on va voir tout le processus qu'il y a pu avoir pour arriver à l'Assemblée nationale. Et enfin, on verra plus en pratique comment ça se concrétise. Alors, la Révolution écologique pour le vivant, c'est un parti politique qui a été fondé en 2018. J'en suis aujourd'hui le référent régional pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un parti politique d'écologie radicale et antispéciste qui a été créé à l'époque parce qu'on avait fait le constat que l'écologie politique était à l'époque dans une impasse. On trouvait que l'écologie qui était proposée était davantage une écologie dite superficielle, dont les avatars les plus connus sont le greenwashing, la croissance verte, ou encore des idées assez simplistes comme on va remplacer toutes les voitures par des voitures électriques et tout sera résolu et tout le monde ira bien. Nous, au contraire, on est pour une autre philosophie. On propose une écosophie du réel de la rêve qui se base notamment sur 3 éthiques qu'on essaye de synthétiser, mais pas seulement. Les 3 éthiques principales qui nous animent sont le biocentrisme, l'écocentrisme et le sentiocentrisme. Je vais les développer un par un ensemble. Donc, on se base sur une écosophie. Les termes d'écosophie, ça vient d'un auteur qui s'appelle Arne Næss, un auteur norvégien qui est lui plutôt de la philosophie éthique du biocentrisme. Le biocentrisme, très clairement, c'est donner une valeur intrinsèque à tous les êtres vivants, à l'ensemble du vivant. L'idée qu'il y a derrière, c'est de remettre en cause le fait que l'humain est la seule mesure de toute chose et qu'on est les seuls qui sommes importants. Ça met aussi en avant l'importance de l'interconnexion au sein du vivant et le fait que pour avoir notre propre identité, ça implique forcément de s'identifier au reste du vivant et d'accepter qu'il y ait une interconnexion. Et forcément, pour se réaliser soi-même, en tout cas c'est ce que dit cette éthique, pour se réaliser soi-même, il faut réaliser aussi les potentialités de l'ensemble du vivant. Ça s'oppose donc à une analyse uniquement marchande du monde, comme on peut l'avoir actuellement, une analyse uniquement marchande du vivant également. Et ça s'oppose à une vision scientifique des éléments isolés. Ça peut être utile et c'est nécessaire d'analyser les éléments de manière isolée, mais on ne peut pas en avoir une vision claire si on n'a pas une sorte d'holisme métaphysique, donc une prise en compte des interconnexions qui peuvent exister. Donc ça, c'est le biocentrisme. On a aussi l'écocentrisme, ça c'est un peu plus simple à expliquer, c'est donner une valeur à l'ensemble des écosystèmes. Donc c'est pouvoir protéger par exemple une rivière, une montagne, un bassin versant ou n'importe lequel des écosystèmes. Et enfin, le dernier qui nous est cher à la rêve, c'est l'éthique sentio-centrée. Donc c'est prendre en compte la valeur intrinsèque des individus qui sont sentients. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il n'y a pas forcément que des animalistes et des antispécistes ici, la sentience, c'est la capacité qu'a un individu à ressentir la douleur, le plaisir et donc à avoir un intérêt à vivre propre et une vie subjective qui nous impose donc notamment de lui donner des droits, notamment les droits négatifs qui sont les plus connus, que sont ne pas être torturé, ne pas être vendu, ne pas être tué et ne pas être enfermé. Donc nous on propose cette écologie-là qui se base, en tout cas qui essaie de faire une synthèse de ces trois éthiques, mais on se raccroche aussi à l'ensemble des mouvements de la gauche et de l'écologie. Nous, on estime qu'on n'est pas un parti monothématique, on ne va pas parler que de l'exploitation des animaux, et surtout, on ne résoudra pas cette question de l'exploitation des animaux, donc on ne s'intéressera pas non plus aux autres luttes sociales et écologiques qui peuvent exister. Donc évidemment, la Rêve est un parti certes antispéciste, biocentré, écocentré, mais on va être aussi féministe, décoloniaux, antiracistes, anticapitalistes et bien d'autres. J'en ai mis quelques-uns, mais en soi, on aurait pu en aligner d'autres. C'est vraiment notre arbre de pensée au sein de la révolution écologique pour le vivant.
Dans la pratique, qu'est-ce que ça peut représenter et qu'est-ce qu'on peut proposer? Je vais donner 3 exemples, mais en soi, le programme est plus complexe là. Il y a l'idée, par exemple, d'une biodémocratie. Donc, c'est prendre en compte dans notre démocratie l'ensemble du vivant et essayer à la fois de le comprendre et lui donner la possibilité de se défendre. Alors, nous, on propose, par exemple, la création du comité du vivant et aussi une autre structure qui s'appellerait l'Assemblée naturelle, qui viendrait remplacer le Sénat. Ça serait 2 entités qui permettraient, comme je le disais, de prendre en compte les intérêts de l'ensemble de vivants, nous compris, à la fois sur du court terme, donc l'analyse des lois qui peuvent être mises en place, mais aussi sur du long terme, l'analyse toujours de ces mêmes lois sur cette vision long terme, et puis aussi la prise en compte de notre avenir. On est aussi dans un temps qui est très fort. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron qui est en ce moment. Donc nous aussi, comme je le disais, on s'attache aussi à ces questions-là sociales. Et nous, par exemple, on est beaucoup plus porté sur la question du temps libéré et on porte le principe d'une semaine de 28 heures de travail, par exemple. Et enfin, toujours sur ces questions-là, on est évidemment aux avant-postes sur les questions des injustices économiques. Et parmi celles-là, nous, on propose à l'inverse un revenu d'existence et aussi un revenu maximum mensuel. Donc ça, c'est des petites choses un peu plus concrètes que la philosophie que j'ai pu vous présenter avant et qui n'est pas forcément très facile à raconter et à expliquer. Donc voilà pour la rêve, pour notre écosophie. Et c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'écosophie d'Armenès, c'est vraiment l'idée d'avoir une philosophie, on a tous une philosophie individuelle, mais une philosophie de la relation de l'homme avec le reste du vivant. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo dans 2 minutes, et après je vais reprendre la parole. Donc c'était une intervention de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, et à l'époque il me semble que c'était, si je ne me trompe pas, dès 2017. La racine de l'empathie, de la sympathie et de la morale est dans ce sentiment spontané d'équivalence que nous avons avec n'importe lequel d'entre nous, qui fait que n'importe lequel d'entre nous se précipite quand un enfant tombe pour le ramasser. N'importe lequel d'entre nous va éviter à n'importe lequel d'entre nous, même s'il ne l'aime pas beaucoup, tel ou tel incident qui pourrait nuire à sa santé, à sa vie ou à ce que l'on voudra de lui-même. Eh bien, il faut observer que ce même sentiment existe chez nombre d'animaux. Et dès lors, nous avons en quelque sorte une communauté de conditions dans la sensibilité avec les autres êtres vivants. Et cela nous fait devoir. Nous n'avons pas à le regarder de haut avec distance, en le considérant comme de la mièvrerie ou comme un attendrissement qui viendrait nous empêcher de penser correctement. C'est le contraire. C'est en tenant compte de cette sympathie, c'est en tenant compte de cette empathie qu'alors nous devenons nous-mêmes pleinement humains, c'est-à-dire des êtres pleinement conscients de leur environnement. C'est-à-dire que nous n'agissons pas seulement par instinct, qui nous commanderait de nous emparer des choses, comme si elles, des animaux, comme si elles étaient des choses ou des objets, mais au contraire de considérer qu'il s'agit d'êtres sensibles. Et voyez-vous, je ne vois pas ce qui peut nous convaincre du fait qu'il y a un intérêt à laisser souffrir, sans qu'il y ait des conséquences pour ceux qui font souffrir, et pour la société qui y devient indifférente. Des milliers d'animaux enfermés dans des cages, des êtres vivants que l'on écouille tout vifs, hein. Je choisis le mot pour que cela vous pénètre, messieurs, d'un frisson qui vous fait réfléchir. Oui, parce que c'est ça la castration à vif de ces jeunes animaux, etc., etc. Quel profit peut tirer la société d'une telle violence? Aucun. Quel bénéfice tirera-t-elle du fait de le faire cesser? La considération qu'elle aura pour elle-même est l'idée que c'est le chemin par lequel il faut s'avancer. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que toutes les sensibilités se vaillent, je ne sais pas. Je ne sais pas si la sensibilité d'une huître est équivalente à celle d'un macaque que l'on torture du matin au soir pour faire sur lui des expériences sur telle ou telle maladie ou tel produit. Mais je sais que l'un et l'autre, à leur façon, s'expriment en tant qu'êtres sensibles. Voilà pourquoi nous gagnons en dignité, pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes, pour le modèle agricole que nous voulons développer en nous posant de telles questions. Nous ne faisons pas acte d'une sensiblerie sociétale qui ne concernerait que quelques personnes dans les villes attachées à leurs animaux domestiques, quoique leur attachement soit une bonne et non une mauvaise chose. Nous parlons d'une façon de vivre, de regarder le monde. Nous avons pris conscience qu'à 7 milliards, nous ne pouvons plus traiter la nature comme un objet, car nous sommes en train de la détruire. Et nous ne pouvons pas regarder les autres êtres sensibles comme des objets qui nous appartiennent, parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Et que si nous avons une façon de les traiter qui les transforme en objets, alors nous sommes certains qu'un jour ou l'autre, c'est nous-mêmes que nous traitons en objets. Donc voilà, c'est une petite vidéo, donc, comme je disais, qui datait de 2017 de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi cette vidéo? Vous pouvez regarder d'ailleurs sur le compte, c'est un compte YouTube
qui a référencé, alors il n'y a pas que seulement Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi d'autres personnes de la France Insoumise comme Bastien Lachaud ou encore Daniel Simonet. C'est parce qu'on note quand même depuis 2007 au sein de la France Insoumise une grosse évolution sur la question du droit des animaux. Et on le voit dans ce discours, il a des termes qui se rapprochent, par exemple il parle de sensibilité, la façon dont il l'emploie, on est très proche du terme de sentience qu'on utilise nous davantage dans le monde antispéciste. Pourquoi je vous montre cette vidéo? Évidemment, le discours reste encore welfariste, on n'est pas encore sur un homme politique de premier plan qui dit qu'il faut en finir avec l'exploitation des animaux, on n'est pas là-dessus. Néanmoins, grosse avancée, et on sent qu'il y a un embryon antispéciste qui commence à naître et un embryon de mesures radicales qui peuvent être proposées. Pourquoi cette vidéo? Simplement parce que nous, on est certes un parti abolitionniste, la Révolution écologique pour le vivant, on le dit clairement, on a cet horizon radical, mais on fait le choix aussi de faire en sorte d'avancer le plus rapidement possible. Donc on essaye de maintenir un peu ces deux équilibres, on est conscient des rapports de force qui peuvent exister aujourd'hui dans la société vis-à-vis des questions qu'on porte et des rapports de force qui existent. Donc on a fait le choix de rejoindre la campagne de Jean-Luc Mélenchon, un peu sur ce principe-là, d'avoir toujours un horizon radical qui est le nôtre, mais aussi une réalité des rapports de force et faire avancer la question. C'est ce que Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, dans Éthique animale, décrit comme un abolitionnisme inclusif, et c'est ce qu'on essaye de mettre en pratique au sein de la REM. Donc comme j'ai dit, on a rejoint l'Union populaire et la campagne de Jean-Luc Mélenchon sur le principe même que les présidentielles, on sait comment ça fonctionne en France, on ne se voyait pas en partir avec un candidat seul, enlever 1, 2, 3% à un candidat de la gauche qui aurait pu passer et être président de la République et faire avancer nos idées. Donc on a préféré rejoindre et travailler de concert avec ce parti-là, ce mouvement-là. Donc on a intégré le Parlement de l'Union populaire, qui était à l'époque une structure de campagne qui était large et qui rassemblait pas seulement des militants de la France Insoumise, mais aussi des militants de lutte sociale et de lutte écologiste. Mais à l'époque où on l'a rejoint, il n'y avait pas forcément de personnalités antispécistes très fortes, hormis quelques personnalités chez la France Insoumise. Donc on a été très bien accueillis de ce côté-là. Ils étaient ravis de nous voir arriver pour porter un peu plus le poids de la condition animale, parce qu'évidemment au sein de l'Union populaire, il n'y a pas forcément des gens qui sont tous favorables à la question animaliste, ni même antispéciste. Il y en a qui sont même totalement opposés. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir une capacité de peser dans un mouvement aussi important qui est celui de la France Insoumise. Néanmoins, au sein de ce mouvement, comme je l'ai dit, il y a aussi beaucoup d'antispécistes, il y a des animalistes qui font un travail, et le livret Conditions animales, donc c'est un livret d'une vingtaine de pages avec diverses mesures, il n'existait pas en 2017 lors de la précédente campagne, donc par exemple ça c'est une grosse avancée qu'il y a pu avoir, et au sein de la France Insoumise, ces militants ont aussi fait en sorte que le mouvement se positionne sur des thématiques comme la chasse. C'est tout ça qui nous a vraiment rassurés pour les rejoindre, et ça nous a rassurés aussi quand on a discuté avec eux du livret qui était déjà bien avancé. Il y avait des choses quand même qui étaient assez fortes. Déjà, l'ensemble de la thématique animaliste était prise en compte, donc que ce soit les animaux familiers, liminaires, sauvages ou encore domestiques. Il y avait des mesures pour chacun d'entre eux. On avait un livret indépendant, je l'ai dit, et puis il y avait des objectifs assez forts. Il y avait l'objectif par exemple d'encourager la diminution de la consommation de protéines animales de 50%, ce qui est quand même pour nous une énorme victoire si on arrive à le faire advenir. Il y avait la création d'un haut commissariat dédié à la condition animale et qui serait transversal, donc qui viendrait parler à l'ensemble des ministères. On a aussi la fin des pratiques dites les plus cruelles, parce que pour nous évidemment, antispécistes, toute pratique qui entraîne la mort d'un individu est cruelle. Mais néanmoins, dans l'opinion publique, il y en a certaines qui ne passent plus, l'élevage intensif, les chasses traditionnelles, les combats d'animaux. Donc ça, c'était aussi des choses qui étaient présentes ou qu'on a pu participer à rajouter. Et puis surtout, il y avait deux aspects théoriques qui sont assez forts. C'est la prise en compte, par exemple, de la sentience des poissons. C'est quelque chose qui est assez nouveau dans les programmes politiques. Et deuxièmement, la prise en compte d'autres termes au sein du livret, qui était par exemple le terme de sentience, de spécisme, pardon, et de l'exploitation animale, donc qui se retrouvait de manière très forte. Donc nous, quand on est arrivé, le programme était déjà bien ficelé, on a quand même pu rajouter certains éléments, notamment la volonté de créer des structures territoriales au sein de chacun des territoires sur des maisons des animaux, qui viendraient rassembler plusieurs professionnels. On a aussi pu rajouter le fait d'interdire l'étourdissement des cochons, parce que personnellement j'aimerais pas être étourdi de la même façon qu'eux. Ça c'est quelque chose qu'on a pu rajouter. Et puis évidemment l'interdiction de l'épilation à vif des lapins angora, des oies ou des canards. Et dernier point, et on va le revoir un petit peu, mais qui nous tenait à cœur, c'est l'abolition sur tout le territoire des combats d'animaux, en l'occurrence les combats de coqs dans la partie du nord et des dom-toms, mais aussi la corrida, et on va le voir, qui elle est plutôt pratiquée dans le sud du pays.
Donc vous l'avez suivi, malheureusement il y a eu un échec lors des présidentielles, ça s'est joué de peu. Néanmoins, notre stratégie a quand même été une réussite parce que, vous l'avez sûrement suivi aussi, derrière il y a eu les élections législatives et l'Union populaire s'est agrandie. Il y a eu un rassemblement de l'ensemble des partis d'écologie et de la gauche, en tout cas les principaux, sous la bannière de la NUPES. Et ça nous a permis, de notre côté, de présenter 10 candidats partout en France. Dans la région, j'ai eu l'opportunité d'être candidat dans le 13e cercle du Rhône. Et il y a Azel Massigo qui est ici et qui était, elle, candidate dans la Haute-Loire. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour nos partis. On a pu faire quand même 100 000 voix à nous tous, sur tout le territoire. Et puis ça a permis de faire connaître le parti, développer nos idées, nous créer aussi un habitus militant et une expérience du militantisme et de ce type de campagne. Donc là-dessus, ça a été très fort pour nous. Et puis surtout, la grande réussite et la grande victoire, c'est, et on revient à la question de départ de cette présentation, c'est l'arrivée d'Aymeric Caron, un député antispéciste, déclaré comme tel à l'Assemblée nationale et qui ne s'en cache pas. Donc évidemment, la rêve, suite à ça, ça lui a permis d'avoir un poids politique beaucoup plus important. Et comme je disais, on essaye toujours d'avoir des actions qui sont à la fois performatives et rationnelles sur les rapports de force existants. Et c'est pour ça qu'on a poussé en premier lieu une proposition qui était celle de l'abolition de la corrida. Vous en avez sûrement entendu parler. Le choix, c'est performatif, pas forcément sur la conséquence morale que ça va entraîner, parce que ça allait toucher à peu près un petit millier de taureaux, et puis finalement ces milliers de taureaux-là allaient sûrement quand même être élevés pour être amenés à la boucherie quoi qu'il arrive. Néanmoins, d'un point de vue symbolique, c'était ultra performatif, et on sait, le symbole de la corrida en France était très fort, et ça nous aurait donné sans aucun doute beaucoup de poids pour des luttes futures, et puis un peu de positif dans nos combats qui sont pas tous les jours faciles. Et à la fois très réaliste parce qu'on pensait que c'était quelque chose qui allait être relativement simple à amener. 80% des Français sont contre. Normalement, les oppositions ne devaient pas avoir de consigne de vote, notamment chez les macronistes. Mais comme souvent, dès que le patron a parlé, en l'occurrence Emmanuel Macron, puis beaucoup des membres du gouvernement, hein, on les connaît, Marc Fesneau par exemple, Faure ou encore ministre de la Justice, dès qu'ils sont opposés, la Macronie a fermé le banc, et puis il y a une obstruction parlementaire, vous avez peut-être suivi, mais qui nous a empêché de développer plus longuement cette proposition de loi et de la faire advenir. Donc c'était la proposition de loi numéro 635. On s'y est pris pour la travailler forcément avec les associations. Là on voit une photo d'Aymeric avec la fondation Brigitte Bardot L214 notamment. Mais on a été très largement soutenu déjà par tous les partis de la NUPES, en tout cas notamment par Europe Écologie et Verts, et puis soutenu par des associations avec le groupe Ensemble pour l'abolition, qui a été un fort soutien durant cette campagne. Donc il y a eu une défaite à l'issue de ce procédé-là. On a pu néanmoins pour la première fois présenter à l'Assemblée nationale. Il y avait eu des propositions de loi, mais jamais elles n'avaient été débattues. Donc là, l'acte tout de même était battu, trop peu longtemps. Ça reste aussi une victoire parce que le combat a été extrêmement visibilisé. Hein. Pendant plusieurs jours, on parlait que de cette PPL-là. On parlait d'aucun autre sujet. Pendant 3-4 jours, c'était la corrida, la corrida, la corrida. Donc là-dessus, c'est un vrai gain de notre côté, un gain de visibilité. Et aussi un gain au sein du mouvement politique, parce que on se rend peut-être pas compte dès qu'on est extérieur à l'Assemblée nationale, mais cette proposition a été présentée lors d'une niche parlementaire. Pour faire très simple, les oppositions ont droit à une journée par an pour faire des propositions de loi. Comme vous le voyez, il y a toujours de l'obstruction parlementaire, il y a les oppositions qui mettent beaucoup d'amendements pour qu'on n'ait pas le temps de tout discuter, donc au final, par niche parlementaire, on a 1, 2, 3 propositions qui sont discutées. Donc c'est-à-dire que sur l'ensemble des 5 ans de la France Insoumise, on a au mieux une douzaine de lois qui vont être présentées, et on a réussi à faire monter ce sujet pour qu'il soit le deuxième après la constitutionnalisation de l'IVG, qui était un immense sujet aussi. Donc ça montre aussi l'importance de notre choix stratégique de rejoindre la France Insoumise et de peser. Je suis pas sûr que sans la présence de la REV et sans le travail qui avait pu être fait des antispécistes au sein de ce parti, l'abolition de la corrida soit la deuxième qui soit proposée. Je pense même que ça aurait pas été le cas. Donc c'est pour ça, toujours, on en revient à cet horizon performatif et cette réalité concrète de ce qu'on peut gagner là tout de suite maintenant. On n'abandonne pas le sujet, évidemment, la fenêtre la plus simple vient de se refermer. Aymeric continue de travailler au national pour essayer de trouver une autre fenêtre, une autre ouverture, mais clairement on vient de rater la plus simple, ça c'est une évidence. Pour illustrer encore toujours mon propos, je vais vous parler d'une deuxième campagne qui elle est en cours sur la question de l'expérimentation animale. Donc là on était en déplacement notamment à Ghana vendredi dernier, donc pour ceux qui ne le savent pas c'est à 2 heures d'ici dans l'Allier. Et on a un élevage de chiens, donc il y a à peu près 2000 beagles qui sont élevés là-bas dans des conditions dantesques, dans une opacité totale, derrière des barbelés, des caméras, et avec une impossibilité de les voir.
Donc on était là pour à la fois soutenir une association, on en revient au fait qu'on se base toujours sur un travail associatif qui est extrêmement présent, donc l'association Camp Beagle Ghana qui fait un travail assez démentiel tous les mois, une manifestation devant l'élevage. On les a rejoints, on les a soutenus pour visibiliser, puis on a pu amener Aymeric Caron, donc faire un déplacement d'Aymeric Caron sur place, pour qu'il vienne présenter une proposition de loi, encore une fois, sur l'expérimentation animale. Donc elle est encore en cours d'écriture, donc ce que je veux dire, ça va pas ressortir pile poil forcément, mais en tout cas l'idée c'est toujours un horizon performatif. Dans cette proposition de loi, on aimerait que l'expérimentation animale en soit finie d'ici 15 ans, avec un repère tous les 5 ans à moins 30% à peu près, pour garder un objectif clair. Mais on sait que c'est pas facile de faire advenir ça comme ça, et qu'il va falloir aussi d'autres lois pour amener cela. Et on sait que le rapport de force à l'Assemblée nationale est pas en notre faveur. Donc on va essayer de pousser pour des choses qui peuvent être votables par tout le monde. Et par exemple, quelque chose qui était dans le programme de l'Union populaire, qui est le droit à l'objection de conscience de l'ensemble des étudiants. Pourquoi cette petite fenêtre? Pour vous expliquer, c'est les étudiants peuvent refuser de faire des dissections durant leur cursus universitaire. Ça oblige forcément les universités à investir sur les alternatives. Ça forme ces étudiants aux alternatives, et une fois que ces étudiants arrivent sur le marché du travail, forcément ils vont avoir un pouvoir de négociation qui est un peu plus fort vis-à-vis de leur employeur pour leur dire « j'ai pas été formé là-dessus, j'ai aucune envie de faire des dissections ou de faire des expérimentations sur ces animaux, donc investis aussi sur cette technologie-là ». Donc voilà, on essaye toujours de trouver à la fois de ne pas nous perdre non plus nous dans ne pas oublier notre radicalité de départ sur tous les sujets, notamment la condition animale, mais de faire avancer le sujet et pas juste rester dans notre horizon radical et parler à personne et être finalement assez inaudible. Donc cette campagne, elle va continuer à se mener. On a un tract aussi qui est ici et qui va être distribué, notamment, on est en train de réfléchir là-dessus, mais notamment devant les écoles vétérinaires. C'est en tout cas le projet. Pour parler aussi un peu de l'Assemblée nationale, puisque tout le monde n'est pas au courant non plus de ce que fait un député. Le député, il écrit la loi, on a pu le voir, mais il a aussi un pouvoir de contrôle sur l'action du gouvernement et il peut le questionner. Donc un député, c'est aussi un porte-voix médiatique, on le voit souvent sur les plateaux télé, mais aussi au sein de l'Assemblée nationale, pour à la fois faire monter des sujets, écrire des amendements et les défendre, mais aussi questionner le gouvernement. Donc c'est ce qu'a pu faire Aymeric. Comme je disais, on n'est pas un parti monothématique, donc il a pu parler d'énergie, de biodiversité, d'antisémitisme, de chasse ou encore de pesticides. Donc les sujets sont larges et j'invite aussi les associations à ne pas hésiter à revenir vers nous, la REV, pour, dès qu'il y a des sujets, voilà, nous demander s'il y a moyen de le visibiliser médiatiquement dans un temps fort spécifique. En tout cas, on essaie toujours de faire le lien avec les assos sur le terrain. Et puis ça, pour illustrer toujours le fait qu'on n'est pas monothématique au sein de la REV, j'ai mis quelques photos pour montrer nos combats. Donc évidemment, il y a la question animaliste avec le soutien des assos L214, Camp Beagle Ghana, notre opposition ferme et définitive à la chasse, évidemment, au soutien contre les élevages intensifs également. Nous, la différence qu'on a avec d'autres partis, c'est que l'élevage intensif, on le dit dans le tract, c'est une étape urgente. C'est pas une fin en soi. On n'est pas là pour dire l'élevage extensif c'est exceptionnel et c'est ce qu'on veut. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut au sein de l'Union populaire, dès qu'on défend l'Union populaire. Mais nous, en tant que REV, en tout cas, on est pour l'abolition totale de l'élevage. On est aussi sur les questions sociales, évidemment, on est toutes les manifs et des grèves en ce moment contre la retraite, on était pour la taxation sur les super-profits, et puis on s'intéresse aussi aux questions écologiques, comme on l'a dit, et notamment, par exemple, la sauvegarde des bois de Bramar en Haute-Loire, ou encore la protection du parc des Souches à Vichy, qui va être rasé et qui est en cours d'être rasé. Normalement, Aymeric aurait dû s'y rendre, un retard de train l'a pas permis, mais c'est aussi des questions et des sujets qu'on souhaite porter. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Et pour un petit mot de conclusion, ça je vais m'adresser plutôt aux militants animalistes et antispécistes qui peuvent être dans cette salle. Le constat que je peux faire, et je pense qu'on est plusieurs à le faire, c'est que d'un point de vue associatif, on est excellent. Par rapport à nos tout petits moyens et nos temps militants respectifs qui sont très restreints, on arrive à voir à peu près tout le spectre de l'exploitation animale et en oublier aucun élément. Néanmoins, à chaque fois, on bute toujours sur la même problématique, c'est quand il faut avancer sur des solutions politiques, on se retrouve globalement, à l'échelle nationale et locale, globalement avec des élus soit conservateurs, soit ultralibéraux, soit xénophobes. Nous, notre parti pris, c'est de toujours ancrer cette problématique à gauche, et surtout, ça implique d'avoir un investissement plus fort sur la question politique.
Donc l'investissement, évidemment, on a des temps militants restreints, donc c'est pas toujours facile. Et être militant politique, c'est pas forcément monter sur une estrade et parler à un micro. Il y a aussi beaucoup d'autres travaux et réalisations à faire. Donc je vous invite à rejoindre évidemment la Rêve, mais pas seulement. On va la jouer collectif. Il y a aussi d'autres partis. On l'a vu, la France Insoumise a beaucoup avancé. Europe Écologie Les Verts a aussi fait de nombreuses avancées ces derniers temps sur la question animale. Donc il y a aussi la possibilité d'arriver dans ces partis-là et faire un peu d'entrisme entre guillemets sur la question antispéciste. En tout cas, faire peser notre poids aussi et dire concrètement, il y a les luttes sociales, on est tous d'accord, il y en a plein. Rajouter l'antispécisme, c'est important aussi. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour cette présentation et normalement, on a à peu près 15 petites minutes de questions.